Marcelet, je suis médecin ici à la maison du Père-Gadebois. J'ai un grand plaisir de vous présenter le docteur Yvon Beauchamp, qui est de la même promotion que moi. Donc, ça fait quelques années, ça fait 39 ans. On n'entend pas? Okay. 39 ans en médecine. Yvon a fait une vingtaine d'années en soins palliatifs. Il passe ça rapidement. Il a fait des soins intensifs. Il a fait une dizaine d'années de gériatrie. 11 ans à l'hôpital Sacré-Cœur. Maintenant, j'ai le plaisir de me faire une présentation sur les soins palliatifs de fin de vie. Donc, mais pour toute pathologie non cancéreuse. Donc, on est exposé un petit peu à ça, puis je pense que son expérience en soins palliatifs se traduit bien en soins longue durée. Je laisse la parole à Yvon. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Alors, c'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Alors, je pense que c'est la 4e ou 5e fois, puis je vais récidiver en février aussi. Alors donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, surtout pour ce sujet-là. La première fois que je l'ai présenté, c'était à la demande de la FMOQ dans un de leurs congrès de gériatrie. Alors là, c'était tout un défi, hein, gériatrie, soins palliatifs, et finalement, j'ai eu à monter cette présentation. Et Mme Dugas, qui a monté un cours pour la faculté de médecine il y a 2 ans, dans son programme, elle m'a demandé de refaire cette présentation-là. Alors donc, vous serez les 4e, parce qu'entre-temps, il y a eu aussi un CHSLD qui me l'avait demandé. Bon. Il ne faudrait pas qu'à la sortie de cette conférence, vous soyez déprimés. Je vais vous montrer comment on n'est pas bon. On est excellent en soins palliatifs. Le seul problème en soins palliatifs, c'est de savoir quand commence-t-on à faire des soins palliatifs. Et je vais vous montrer qu'on est très très fort en cancer. On est beaucoup moins fort en cardio. Excessivement moins fort en pneumologie, à part le cancer du poumon. On est excellent en dialyse. Il meurt vite, celui-là. Okay? Parce que quand tu arrêtes la dialyse, ça ne dure pas longtemps. Et où on n'est pas bon, ben, c'est dans les maladies neurodégénératives, dont le Alzheimer, parce que ça dure 20 ans, hein, cette affaire-là. Et à ce moment-là, on fait des soins palliatifs. Et il y a moyen de préparer bien avant la fin du 20 ans. Les soins palliatifs, c'est ces gens-là, si on coupe court à l'acharnement thérapeutique. Parce que vous savez qu'en médecine, on a toujours un problème, puis on a toujours plein de solutions. Nous autres, pour nos patients. Puis on se demande très rarement, est-ce que c'est souhaitable d'appliquer la solution? Et ça devrait être, à mon avis, la première question. Alors donc, c'est le programme que je vous propose aujourd'hui. Et je vais tenter une expérience avec vous autres. À un moment donné, j'aurai à me servir de l'Internet. Alors, je me croise les doigts pour que ça fonctionne. Parce que mon but, c'est de vous donner des trucs. Des trucs qui m'ont fait passer de pas bon à un peu moins pas bon. Et on est souvent mal pris. Alors donc, les objectifs, je vous en ai parlé. Alors, comme je vous ai dit, j'avais monté cette conférence à la demande de la FMOQ, un congrès de gériatrie. Et je me suis posé des questions. J'ai travaillé en CHSLD pendant une 12aine d'années aussi. J'ai côtoyé la gériatrie. On me rend compte que finalement, qu'est-ce qu'on voyait dans les CHSLD? On voyait, à l'occasion des cancéreux, on voyait beaucoup de cardiaques en fin de parcours, on voyait des pulmonaires chroniques, on pouvait voir des insuffisants rénaux, on voyait évidemment beaucoup de démence.
Et comme ça fait 20 ans que je fais des soins palliatifs, bien, qu'est-ce qu'on voit dans nos unités de soins palliatifs? Alors, vous voyez qu'on voit exactement le même genre de pathologie, sauf que ce qui a changé, c'est que nous, en soins palliatifs, c'était vraiment des cancéreux qu'on voyait jusqu'à il y a 6, 7, 8 ans. Alors que les cardiologues, les pneumologues et les néphrologues nous ont découvert. Parce que vous savez qu'en cardio, en pneumo puis en dialyse, ils ont réussi à reculer le mur du décès avec le PIC, les programmes intensifs d'insuffisance cardiaque, avec l'oxygénothérapie à domicile, avec la dialyse chronique. Alors donc, ils ont reculé la fatalité, mais là, ils se sont rendus compte que leurs patients avaient le dos dans le mur quand même, puis ils ne savaient toujours pas quoi faire avec. Parce que quand ils inventent des programmes comme ça, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire avec ceux qui vont mourir. Fait que là, ils les font vivre 3, 4, 5 ans de plus. Alors donc, on a été confrontés avec ça. Et dans mon hôpital, on a participé à des réunions conjointes où ils nous ont demandé effectivement de leur aider. Et je peux vous dire que dans nos unités, parce qu'on a 2 unités, une à Sacré-Cœur, une à Notre-Dame-de-la-Merci, on a à peu près 20% de malades non cancéreux qui sont en fin de vie dans nos unités. Alors donc, oui, le cancer, mais de plus en plus, je vous dirais qu'on voit d'autres spécialités, d'autres malades. Alors finalement, pour moi, CHSLD, gériatrie, unité de soins palliatifs, je vous dirais que ce sont d'immenses unités, finalement, de soins palliatifs quand on regarde les patients, l'évolution de leur maladie et aussi l'étape de cette maladie-là à laquelle ils sont rendus. Bon, alors que sont les soins palliatifs? Je n'ai pas besoin de vous le dire puisque ici, vous travaillez en soins palliatifs. Alors, la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est de dire que ce sont des soins de confort et aussi des soins de réconfort. Alors, donc, on traite à la fois les problèmes physiques, mais aussi les problèmes psychologiques. Moi, je vous dirais que ça devrait être le rôle de tous les médecins, que ce soit spécialistes ou non. Actuellement, ce n'est pas une spécialité. Il y a certains pays où, oui, les soins palliatifs sont devenus une spécialité. C'est plutôt une philosophie. Alors, comme je vous dis, je pense que le premier but, dans mon cas à moi, des soins palliatifs dans un hôpital tertiaire, universitaire, c'est d'essayer de m'élever contre l'acharnement thérapeutique et de sortir très souvent les malades des griffes de leurs médecins. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, en soins palliatifs? Bien, vous voyez, on mise sur la prévention et surtout le soulagement des souffrances diverses, que ce soit des problèmes physiques ou des problèmes d'ordre psychologique ou psychosociaux, parce qu'on dit toujours qu'en soins palliatifs, on soigne le malade, mais plus souvent qu'autrement, on soigne la famille qui est autour du lit aussi, ce qui ajoute souvent à nos défis. Alors, où est-ce qu'on peut faire des soins palliatifs? On peut en faire à la maison Victor-Gadebois. On peut en faire à domicile. Alors, nous, à Sacré-Cœur et Notre-Dame-de-la-Merci, les 2 CLSC de notre CSS ont 2 équipes de soins palliatifs et médecin impliqué fait partie intégrante de notre équipe. CHSLD devrait être, à mon avis, des grandes unités de soins palliatifs. L'hôpital général de soins aigus. Alors donc, les soins palliatifs, ça peut se faire dans tous ces endroits-là. C'est la même philosophie, ce sont les mêmes buts visés et c'est à peu près la même façon thérapeutique aussi de soigner. Alors, la question qui est commune, finalement, à tous nos patients, c'est de savoir, docteur, combien de temps il me reste à vivre? Puis la réponse qu'on a donnée, parce qu'on n'est pas des hémato-oncologistes, c'est de dire, je ne le sais pas. Parce qu'eux autres, ils le savent, les hémato-oncos. Hein? Monsieur, il vous reste 2 mois et 4 jours à vivre. Alors donc, pour nous autres, l'art du pronostic, c'est très, très difficile.
Et ça s'apparente aux principes d'incertitude de la physique quantique et de la médecine dite moderne. Okay? Alors donc, il faut essayer quand même de trouver un moyen de faire des pronostics de vie parce qu'on gère des ressources rares. Et les ressources rares, ce sont les lits. Alors, chez nous, la durée moyenne de séjour dans l'unité, c'est 9 jours. OK? Mais ce sont des patients qu'on a vus aux étages, parce qu'on a toujours plus de patients aux étages avec lesquels on était co-traitants. Il y en a que nous suivons en clinique externe parce qu'on a une clinique externe qui roule 5 jours semaine. Alors donc, on a beaucoup, beaucoup de patients et on a toujours seulement que 22 lits avec Notre-Dame de la Merci. Et comme les durées moyennes de séjour sont courtes, bien, calculez qu'il passe 40 patients par année dans chaque lit. Alors, si on bloque un lit pour 6 mois, 8 mois, à ce moment-là, bien, il va y avoir une vingtaine de patients qui vont mourir, on ne sait pas dans quelles conditions, puis on ne sait pas où non plus. Alors donc, on doit gérer des ressources rares et on dit qu'on doit essayer de faire le plus grand bien pour le plus grand monde avec le moins qu'on a. Alors, vous savez très bien que quand M. le ministre Rochon est arrivé, le slogan, c'était « Il faut faire mieux avec moins ». Puis là, avec Bolduc, c'est « Il faut faire mieux avec moins que rien ». Parce que, vous le savez, ça fait dur dans nos hôpitaux. Alors donc, on est un petit peu les défenseurs de ces malades qui sont les plus malades, finalement, dans un hôpital. J'avais oublié que ça passait à la télévision, ça. Pensez-vous que Bolduc va voir ça, monsieur? Je suis à la veille de prendre ma retraite, je suis correct. OK. La maladie cancéreuse, parce qu'on parle de soins pâles. Et je veux vous parler de la maladie cancéreuse rapidement pour que nous puissions comparer après. Alors, voici un petit schéma de comment la maladie cancéreuse va se comporter. Alors, vous voyez qu'à l'étape 1, il y a un diagnostic qui est fait et les patients ont déjà perdu, avec les symptômes pour lesquels ils viennent vous voir, ont déjà perdu beaucoup de leur qualité ou de leur capacité. Et lorsque le diagnostic est fait, bien, on commence des traitements. Alors que ce soit de la radiothérapie, de la chimio, que ce soit de la chirurgie, les trois ensemble, vous voyez qu'en début de maladie, ce n'est pas rien pour améliorer nos patients. Alors donc, théoriquement, ils continuent un petit peu à dépérir. Et si ça va bien, à ce moment-là, bien, il va y avoir un petit regain dans les capacités des patients. Il y aura des rechutes et comme vous voyez, c'est un escalier et on aboutira finalement à la phase terminale ou en fin de vie. Et ce qui prime en cancérologie, c'est toujours la philosophie curative versus la philosophie palliative. Et vous voyez que lorsqu'on est du côté curatif, qu'on est en début de maladie, bien, on va axer à 100% vers des soins curatifs. Si la maladie n'est pas déjà trop avancée pour dire, bien, regardez, on va faire de la chimio palliative ou on va faire de la radio palliative. Alors donc, chez un patient qui arrive avec un nouveau diagnostic, la maladie n'est pas très avancée, bien, c'est sûr qu'on va surtout axer vers le curatif avec moins de palliatif. Par contre, au fur et à mesure que dans le temps la maladie avance, bien, vous voyez que le curatif, on approche à 0% et que finalement, bien, de plus en plus, on s'en va vers les soins palliatifs. Et vous voyez que ce n'est pas tout l'un ou tout l'autre. Parce qu'actuellement, en soins palliatifs, on a l'habitude de dire que les soins palliatifs, ça commence dès l'annonce du diagnostic. Du moins, ça devrait être ça. Bon, quels sont les instruments que nous avons pour essayer de prognostiquer, pour savoir combien de temps ces gens-là vivront-ils? Alors, si vous côtoyez les hémato-oncologistes, ils fonctionnent avec une échelle qui s'appelle ECOG.
Et vous voyez que c'est coté de 0 à 4. Et habituellement, vous allez voir, patient ECOG 3 vers 4 ou ECOG 2. Et ça correspond vraiment à une cotation, finalement, de fonctionnalité. Nous, en soins palliatifs, on est plus habitués à fonctionner avec l'échelle de Karnofsky. Alors, c'est une échelle qui existe depuis les années 1980. C'est pas nouveau. Et encore là, c'est une échelle de fonctionnalité. Et lorsque nous les voyons et nous les hospitalisons, habituellement, on va essayer de viser autour de 40% et moins. Parce qu'à 40%, on sait qu'ils ont besoin d'une assistance médicale qui est quasi constante et que ces gens-là sont confinés au lit plus que 50% du temps. Alors donc, dans tous les papiers que nous remplissons pour envoyer nos patients dans des maisons ou dans des endroits autres qu'à l'hôpital, on nous demande toujours un Karnofsky. Et c'est sûr que ça a sa raison d'être. Et plus on est près de 30 ou de 20, vous voyez qu'on commence à être bon avec un Karnofsky à 30 parce qu'on peut dire que ces gens-là vont vivre entre 8 jours et 2 mois. Alors donc, il faut qu'ils soient vraiment très malades. Et je vous ai mis ici à droite quelle est, si on veut, la comparaison avec ECOG. Parce que des fois, on peut s'y perdre, vu qu'on est habitué avec une autre échelle que la leur. Et vous voyez que quand l'hémato vous parle d'un ECOG 3 vers 4, ça va correspondre à peu près à nos Karnofsky 40%. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Bon. Alors, le Karnofsky, c'est un outil. Il existe un autre outil qui est un petit peu plus complet, qui peut nous aider, parce qu'on va se servir du même Karnofsky, mais on va y ajouter des facteurs objectifs. Alors, c'est une combinaison du score de performance de Karnofsky, mais on va interroger la dyspnée, on va aller interroger l'appétit, on va regarder la formule sanguine. Combien de globules blancs y a-t-il? Parce que ça peut devenir un marqueur de longévité. Et à l'intérieur des globules blancs, on regarde le pourcentage de lymphocytes. C'est sûr qu'il existe d'autres marqueurs. Ça nous arrive souvent de regarder l'albumine. Parce que un patient qui a une albumine à 22, là, c'est pas trop bon. Des hypocalcémies. On est habitué à traiter des hypercalcémies malignes. Mais des hypocalcémies ou des hypomagnésiumémies, ce sont des mauvais marqueurs de longévité. Et lorsque on a inventé ce PAP score, on l'a testé pour voir est-ce que c'est fiable pour des patients qui ont un diagnostic, mais autre qu'un diagnostic cancéreux. Et la conclusion, c'est que oui, on peut s'y fier pour les porteurs du VIH avec le sida et des syndromes de défaillance organique, alors que ce soit cardiaque, rénal ou pulmonaire, ou pour certains troubles neurologiques. Alors donc, il fallait voir si les instruments que nous avions déjà pouvaient s'appliquer à d'autres types de patients que nous sommes appelés à voir de plus en plus. Alors, je vous donne un exemple si vous faites un PAP score. Alors, si votre patient a de la dyspnée, vous lui donnez 1 point. S'il est anorexique, c'est 1,5. La seule partie subjective de cette échelle, c'est votre sens clinique, votre expérience, votre PIF, parce que vous avez à essayer de prédire en semaine combien de temps il va vivre le patient. Et vous voyez que si vous dites qu'il va vivre plus que 12 semaines, c'est 0 point. Par contre, à 3-4 semaines, 6 points, puis à 1 ou 2 semaines, 8,5. Mais là, 1 ou 2 semaines, pas besoin d'être en soins palliatifs pour penser que quelqu'un va mourir. Alors donc, 8,5, ça donne beaucoup, beaucoup de points. Mais plus
on pense qu'ils vont vivre longtemps, moins à ce moment-là les gens ont de points. Pour l'indice de Karnofsky, vous voyez que le chiffre magique, c'est un Karnofsky à 30%. Et là, à 30%, ça vous donne 2,5 points. Ce qu'il faut regarder pour les globules blancs totaux, c'est si on a plus que 11 000 blancs. Donc, une leucocytose plus que 11 000. Et à l'intérieur de la leucocytose, une hypolymphocytose. Bon. Alors, excusez les problèmes techniques. Alors, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Alors, quand vous avez coté, à ce moment-là, dépendant du score que vous avez, ce qu'on va rechercher, c'est surtout les classes C. Et vous voyez qu'en haut de 11, ces gens-là ont une survie de moins que 30%. Alors, habituellement, on essaie de prendre les patients à l'unité de soins palliatifs. Quand il y a 2 mois, 3 mois au maximum qu'on pense de survie. Alors donc, c'est un outil qui fonctionne bien. En cardiologie maintenant. Et ça se corse un petit peu. Pourquoi ça se corse? C'est que au début des années 1970, les soins palliatifs, c'était pour les cancéreux. Le cancer, c'est une maladie qui évolue habituellement en fin de parcours, qui évolue assez vite. Et l'anticipation de la mort se fait assez facilement. En cardio, en pneumo, la mort n'est pas si proche que ça. Parce que quand les cardiologues veulent vous les transférer, vous allez remarquer que ces gens-là peuvent vivre encore 52 mois. Alors, ou ils ne savent pas, ou ils veulent vous passer un sapin. Mais là, ils connaissent nos réponses, puis ils n'essayent plus de nous passer des sapins, puis là, ils savent. Et je vais vous donner un instrument. Alors là, la question chez les cardiaques, c'est, vu qu'ils vont mourir au bout de X années, est-ce qu'on doit focusser sur la longueur de la vie, donc être agressif, aller jusqu'à possiblement de l'acharnement thérapeutique, ou plutôt sur la qualité de la vie? Et ça implique une discussion avec les patients. Et un autre problème qu'on a en cardio, moi je vous dis qu'ils peuvent vivre encore 5 ans, puis ils peuvent être morts demain matin. Pourquoi? Parce qu'il y en a 25% qui meurent subitement. Alors des fois, on a de l'air tata parce qu'on dit au cardiologue, non, nous autres, on ne le prendra pas parce que d'après nos chiffres, il devrait vivre plus longtemps. Le lendemain, il est mort. Il y a 25% qui décèdent subitement. Alors, quelle est la courbe en cardiologie versus la courbe en cancer? Et vous voyez qu'elle est totalement différente. Hein? Alors, il arrive à un moment donné que les patients cardiaques en début de maladie sont vraiment affectés beaucoup au point de vue physiologique. Et là, on a au moins 50 sortes de pilules différentes à leur offrir. Hein? Et vous voyez qu'à l'étape 2, ils vont reprendre quand même beaucoup de mieux. Et vous avez ici cette barrière qui est un décès subi. Alors donc, ce n'est pas une courbe qui est nécessairement continue. Alors, il va y arriver des coupures brusques à un moment donné. Alors, ceux qui réussissent à sauter le gouffre, vous voyez qu'ils vont faire des rechutes, vont revenir, mais à chaque fois, ils restent toujours un petit peu plus hypothéqués. Et ici, à un moment donné, on essaye de nouvelles pilules et on réussit à remonter leur fonctionnalité à des degrés plus élevés. Il arrive à un moment donné qu'on a vraiment essayé beaucoup de médicaments. Et pourtant,
ils prennent beaucoup de mieux puis ils reviennent à l'étape 2. Pourquoi? Ils réussissent toujours à leur mettre un pacemaker à un moment donné. Puis là, il y a des pacemakers simples, il y en a qui défibrilent, il y en a qui sont à 2 électrodes. Il y en a plein. Et finalement, ça finit par finir et on arrive soit à une mort subite ici, ou encore là, on va arriver en fin de vie. J'ai retrouvé une étude qui est plus ou moins récente, avril 2002, et ça portait sur 1400 patients insuffisants cardiaques. Ces 1400 patients sont rentrés à l'hôpital et il y en a 92 qui sont morts. OK? Alors donc, il y en a 6,5 qui ne sont pas ressortis de l'hôpital. Et quels sont les symptômes majeurs qu'on a retrouvés chez ces 92 patients? 1 sur 3, c'était des douleurs sévères et 2 sur 5, c'était de la dyspnée sévère. Ceux qui ne sont pas morts, qui ont réussi à sortir de l'hôpital, ce qui représentait quand même la majorité, 93,5%, ont eu congé de l'hôpital. De ce 93%-là, il y en a 75% qui avaient eu des arythmies importantes, documentées. Et ils n'en sont pas morts. Quand on les a retournés à la maison, les 3/4 avaient besoin de maintien à domicile. Ils ne pouvaient pas se suffire à eux-mêmes. Ceux qu'on a réussi à donner congé, il y en a 68% qui ont été réadmis en dedans de 2 mois de leur congé. Alors ça, c'est les on and off qu'on voit là en salle d'urgence régulièrement. Puis qu'on se demande après combien d'édèmes aigus qu'on va arrêter. Alors, des fois, c'est 24, des fois, c'est 32. Alors, c'est souvent des problèmes. Au point de vue de l'état général, vous voyez qu'il y en a pratiquement 80% qui ont perdu du poids en retournant chez eux. La fraction d'éjection, vous pensez que c'est un bon test pour savoir s'ils vont vivre longtemps. Tout le monde me dit non, puis vous avez bien raison. Parce que vous voyez qu'à 20%, c'est pas fort comme fraction d'éjection. Mais malgré ça, il y en avait presque 80% qui ont survécu plus que 6 mois avec une fraction d'éjection à 20. Alors, oui, regardez la fraction d'éjection, mais prenez pas seulement la fraction d'éjection comme paramètre pour savoir si vos patients vont décéder rapidement ou pas. Finalement, pour vous montrer comment on est bon, ceux à qui on avait donné une chance sur 2 de survivre 6 mois, on s'est planté 1 fois sur 2. OK? Puis ceux à qui on avait dit, tu as une chance sur 10 de vivre 6 mois, là, il y en avait 3 fois plus qui étaient encore vivants. C'est ça la cardio. Alors, comme vous voyez, c'est difficile de prognostiquer, puis on ne veut pas bloquer nos lits. Alors, que peut-on faire, ne serait-ce que pour avoir de l'argumentation vis-à-vis nos confrères cardiologues? Et là, je me croise les doigts parce que je fais appel à l'Internet. Alors, si vous allez dans l'Internet et vous demandez à Google le Seattle Heart Failure Model, SHFM, il va vous amener directement à cette page-là. Après, vous allez demander si vous acceptez patati et patata, puis vous répondrez oui. Il faut vous prendre une bibliothécaire Java si vous ne l'avez pas dans votre ordi. OK? Et vous arrivez à cette page-là, qui est un modèle d'ordinateur. Et vous voyez que ça, c'est le modèle, là, ça, c'est baseline. C'est un modèle artificiel. Et c'est là que vous allez
rentrer votre propre patient. Alors, on va le faire ensemble. Regardez ce chiffre-là, puis regardez la courbe changer au fur et à mesure que vous ajoutez des paramètres. Et c'est là-dessus qu'on argumente pour dire, ben, regarde, on pense qu'il va vivre plus qu'un an, 80% des chances. OK? Alors, si on avait un cas et que notre patient avait 85 ans, alors vous voyez que déjà, il vient de passer à 66% d'être vivant à 1 an, 43% 2 ans, il a encore 12% des chances d'être vivant à 5 ans. Alors, on va dire que c'est une dame. Alors, déjà, les femmes vont vivre plus longtemps que les boys. Hein? C'est passé de 66 à 68, juste parce que vous êtes une femme. Alors, on va le laisser à la classe 4 du New York Heart Association. Alors, combien pèse-t-il? Alors, c'est un cardiaque, il doit être déshydraté, il donne plein de Lasix, fait qu'on va le mettre à 75 kg. On va y mettre une fraction d'éjection à 16 %. C'est pas fort, ça. OK? Alors, comme il prend plein d'ACE, puis plein de bras, puis plein de Lasix, probablement qu'il doit se tenir autour d'à peu près 100-104. Alors, c'est un insuffisant cardiaque, mais pas par maladie artériosclérotique. Alors donc, j'enlève l'ischémique. Parce qu'on fait la différence entre les cardiaques causés par des problèmes d'artère et ceux que c'est causé par la dilatation du muscle, donc l'insuffisance cardiaque musculaire. Alors, on enlève les ACE. Alors, sans aucun traitement, à part du Lasix, ce patient-là, il a 3 chances sur 5 d'être encore vivant à 1 an. Ce n'est pas le genre de patient qu'on recherche. Et comme vous voyez, à 2 ans, ben, il y a encore 2 chances sur 5 pratiquement. Mais là, si on le traite, si on lui donne un ACE, ben, il vient de remonter à 69%, juste avec le ACE. Si on lui donne un bêta-bloqueur, parce que c'est basique, hein, les bêta-bloqueurs là-dedans, il vient de monter à 78%. Si vous lui donnez un petit peu d'Avapro, il vient de monter à 81%. Il y en a des pelules en cardio. Hein? Puis les statines. Connaissez-vous un Québécois de 92 ans qui ne prend pas une statine? Pas gros. Alors, si vous rajoutez une statine, 88% de chances d'être encore vivant à 1 an. Il y a juste 16% de fraction d'éjection. Ça veut dire qu'il est assis dans une chaise qui se perce. Il peut vivre longtemps, là. Hein, juste à le percer, là. OK. Puis là, si vous ajoutez de l'aldostérone, c'est basique, hein, pour votre cardiaque, il vient de monter à 91%. C'est magnifique. Hein? Fait que là, on leur dit, nous autres, ben, regardez-les, continuez à le traiter. Et il y a 25% des chances d'être mort demain matin. Ça, c'est les mortalités aiguës. On ne peut pas les prévoir, ceux-là. Et du Lasix à 100, ben, c'est beaucoup quand même. Hein? À un moment donné, c'est beau déshydrater le monde. Là. 80, c'est pas mal. Alors, 91%. Il ne mange pas gros. Il doit faire un petit peu d'anémie. On va le baisser à 12. Il vient de tomber à 90. Ces lymphocytes, ce sont des marqueurs, comme je vous ai dit. Alors, si on lui baisse les lymphocytes à 9, bien, vous voyez que son espérance de vie a baissé aussi. C'est ça que ce modèle-là peut faire et ça peut vous aider régulièrement. Parce que nous, dans chaque poste de l'hôpital, il y a un ordi, on rentre dans Seattle Heart Failure modèle, on lui donne les paramètres parce qu'on les a tous dans le dossier. Puis là, on dit au cardiologue, ben, regarde, là, il y a 86% des chances d'être vivant dans 1 an. Il y a même une chance sur 2 qui vont être encore là, ton vieux, là, dans 5 ans. S'il ne meurt pas de façon subite. Fait que là, c'est parce qu'il ne savait pas, il voulait nous passer un sapin.
laisse deviner. Alors, c'est pour ça que c'est difficile en cardio. OK? Parce que, tu sais, faire des soins palliatifs en cardio, en pneumo, en dialyse, ce sera toujours les mêmes soins palliatifs. Je vous ai dit en début, c'est quand est-ce qu'on est rendu là? C'est ça le problème. Alors, est-ce que ça vous va? OK. Alors, c'est ça, une des pages sur laquelle vous allez arriver. Seattle Heart Failure Model, ils vont vous demander si vous acceptez. La page d'avant, I am a healthcare provider, puis là, vous entrez, sans ça, il ne vous laissera pas rentrer. Alors, comme vous voyez, c'est très facile. Et il a été réadapté en 2011. C'est la version là, la plus récente. Alors, je suis heureux parce que vous l'avez vu en action, alors qu'avant, c'était statique. Je n'avais jamais osé l'essayer. Alors, vous avez exactement la même chose là, avec ça. OK. Alors, là, il existe un autre outil qui peut vous aider, et c'est le Heart Failure Risk Scoring System. Et ça aussi, je vous ai donné une adresse Internet. Et vous voyez qu'il y a 11 paramètres sur lesquels on peut se fier. Alors, l'âge, le rythme respiratoire, la pression, l'urée, donc le BUN. Le sodium est très important, la concentration. Est-ce qu'ils ont une maladie qui est plurivasculaire? Alors, un cardiaque pur versus un insuffisant cérébral à ce moment-là, au point de vue vasculaire, ça change le outcome. Est-ce que c'est un dément? Est-ce qu'il y a une MPOC par-dessus ça? Est-ce qu'il y a une cirrhose? Alors ça, c'est le cardiaque qui a mal mangé, qui a pris un coup et qui a fumé. On en a quelques-uns de ça aussi. Par malheur, est-ce qu'il y a un cancer par-dessus ça? Et est-ce que son hémoglobine est plus basse que 10? Alors donc, on peut coter avec ce modèle-là. C'est la même chose que l'autre. Et vous voyez que ceux que l'on va regarder, c'est ceux qui vont avoir plus que 150 points parce que ce sont ces patients-là qui sont le plus à risque de décéder. Et quand je dis le plus à risque, regardez, même à 30 jours, il y a 2 sur 5 qui vont être encore vivants. Il y en a 60% qui vont mourir. Puis à 1 an, il va y en avoir encore 22% qui vont être vivants. Alors, c'est très difficile de pronostiquer en cardiologie. C'est parce qu'il faudrait que vous alliez voir dans le... Parce qu'il y a une grille comme ça avec des points. Et là, je ne voulais pas le mettre, mais ce qui était important pour moi, parce que vous pouvez le retrouver avec ça, c'était comment l'interpréter, ces points-là. Parce qu'on n'ira pas chercher ceux qui sont en bas de 150, parce que même à 150 et en bas, vous voyez qu'il y en a 1 sur 3 seulement qui va mourir à 30 jours, mais il y en a quand même 2 sur 5 qui vont être encore vivants à ce moment-là. Alors, notre problème, c'est toujours de gérer nos lits parce qu'on n'en a pas beaucoup. OK. Fait que là, la question que je vous ai dit, c'est quand est-ce que le patient est prêt pour les soins palliatifs? Alors, des fois, ils ne sont jamais prêts. Mais au point de vue médical, quand est-ce que le médecin peut penser ou dire, voici. Et le premier critère, c'est quand tous les traitements pharmacologiques qui sont disponibles, maximaux, ont été donnés. Alors donc, si vous revenez au modèle de Seattle, vous regardez c'est quoi le traitement du patient, puis là, vous lui donnez d'autres molécules, puis vous allez voir le cardiologue, puis il dit, regarde, avec ce que tu lui donnes, là, il y a 40% des chances d'être vivant dans 1 an, mais si tu lui donnes ça, d'après le modèle, il y a 80% des chances d'être vivant. Alors, c'est un petit peu ce que l'on voit. Alors,
Une fois que tous les traitements, les maximaux ont été faits, comme je vous ai dit, en cardio, on sépare ceux qui sont des vasculaires, donc les cardiomyopathies ischémiques, versus les cardiomyopathies dilatées. Alors donc, on a des critères pour penser qu'on est rendu là aux soins palliatifs. Et un des critères, c'est de regarder le sodium. Est-ce qu'il est plus bas que 138? Très souvent, c'est la norme avec le Lasix qu'ils reçoivent. Ces gens-là sont hyponatrémiques et c'est un mauvais marqueur. Est-ce qu'ils sont tachycardes au repos? Est-ce que ces gens-là ont une créatinine qui est plus élevée que 150, donc sont déjà en insuffisance rénale? Et ont-ils déjà fait des décompensations antérieures? C'est toujours un mauvais pronostic quand tu commences à décompenser. Alors donc, si vous avez 3 de ces critères-là ici, et qu'ils ont été traités de façon maximale, vous pouvez penser qu'effectivement, ils sont mûrs pour les soins palliatifs. Et là, il y a d'autres sous-questions que vous posez. Et encore là, vous pouvez coter. Si vous arrivez à 21 points, oui, ils sont mûrs.